Je pense que c'est une issue inoubliable, à la fois surprenante pour beaucoup, difficile et incroyable. Donc c'est des sentiments qui donnent la chair de poule encore aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Proxy Focus. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Pedro Nogueira, ex-entraîneur de Lausanne M21 qui a décroché une promotion historique en Promotion League, désormais entraîneur principal d'Étoile Carouge en Challenge League. Pedro, salut, merci d'être là. Merci à vous pour l'invitation. On va tout d'abord parler de la saison dernière, puisqu'il y a un mois, tu nous décrochais une promotion historique pour la réserve du LS à l'issue d'un match à couper le souffle face à IF Juventus. Aujourd'hui, quand on parle de ça, ça te fait quoi d'y penser? Mais c'est des souvenirs incroyables. C'était un beau moment de ma carrière comme entraîneur. La fin d'une aventure humaine aussi avec ces joueurs, avec ce groupe. Et je pense que c'est une issue inoubliable, à la fois surprenante pour beaucoup, difficile et incroyable. Donc c'est des sentiments qui donnent la chair de poule encore aujourd'hui. On se rappelle il y a 2 ans, quand tu es arrivé au club en 2023, tu arrives dans une équipe qui est en reconstruction. C'est un club qui avait une réserve qui était tombée en 2e Ligue Inter, qui était promu, néo-promu en Première Ligue, tu prends l'équipe en charge. Est-ce que 2 ans plus tard, tu t'attendais à avoir amené l'équipe jusqu'en Promotion League? On y croit toujours. Moi, je pars du principe que quand je rentre dans un projet, c'est pour faire des grandes choses et accomplir des beaux exploits. C'est pas toujours possible, évidemment, puisque dans le foot, on perd quand même régulièrement et puis on n'arrive pas toujours à avoir des résultats comme cela à Lausanne. Mais voilà, j'ai tout de suite vu qu'il y avait un potentiel dans le canton de Vaud, avec ces jeunes, avec ce qui se faisait au club, et qu'on pouvait faire quelque chose d'intéressant. Le quoi, c'est toujours difficile parce que ça dépend parfois d'un ballon, ou je dirais même souvent d'un ballon qui touche le poteau et qui rentre, c'est quelques centimètres dans des moments clés d'une saison. Mais j'étais très rapidement assez convaincu que l'équipe de la première année et par la suite l'équipe de la 2e année pouvait faire quelque chose d'intéressant dans sa saison. Et le fait de bosser avec des jeunes, étant donné que tu avais une équipe de réserve, une M21, c'est quelque chose qui t'a motivé à prendre ce projet? Oui, j'avais déjà travaillé avec des adultes, des équipes professionnelles, j'avais aussi travaillé avec des réserves, que ce soit en Espagne ou en France. Et c'est toujours intéressant avec les jeunes, c'est la capacité à écouter, la capacité à évoluer au long d'une saison, individuellement, collectivement. Évidemment, quand tu as dans ton effectif des joueurs qui ont déjà vécu un passé, ils ont une expérience, bien sûr. Et c'est évident qu'ils peuvent progresser, qu'à 35 ans, à 33 ans, à 28 ans, tu peux continuer à mieux faire et à évoluer. Moi, j'y crois à fond dans ça. Que ce soit dans le foot ou dans la vie, il n'y a pas d'âge pour continuer à s'améliorer. Mais un jeune joueur de 17, de 18, de 19 ans, on va dire qu'il est beaucoup plus à même de changer certaines habitudes, de faire évoluer son jeu, sa personnalité, que quelqu'un qui a déjà un vécu et qui a déjà un certain chemin qui le mène à une certaine zone de confort, de là où il se sent confortable. Et parfois, il est confortable et il est très performant. Mais parfois, quand tu es plus jeune, tu as encore plus de capacité à influencer quelqu'un en règle générale et un joueur de foot spécialement. Donc on l'a vu ces 2 saisons à Lausanne, l'évolution de certains joueurs et ça fait très plaisir, quoi. Donc tu parlais de ta carrière de coach. D'ailleurs, en tant que coach, tu as eu un parcours qui était quand même très atypique puisque tu n'as jamais évolué en tant que joueur de haut niveau. Tu as arrêté le football très jeune, comme tu le dis très souvent, à l'âge de 16 ans seulement, pour te tourner très rapidement vers le coaching. En fait, en quoi ce parcours atypique t'a servi dans ton expérience au Lausanne Sport? Elle sert à être capable de s'adapter. Tu vois, moi j'ai plusieurs défauts dans ma personnalité, mais je pense une grande qualité, c'est que je m'adapte très rapidement à des circonstances et des choses nouvelles. Ça, c'est quelque chose qui était important parce qu'une académie, ça a toujours un fonctionnement particulier.
Donc l'académie du Lausanne, elle ne fonctionne pas comme l'académie de Reims ou les clubs que j'ai été en Espagne. Et donc il a fallu très rapidement m'adapter à ça, chose qui a été faite, je pense, assez vite. Et après, le fait de ne pas avoir été joueur, en fait, ça me met dans une situation où je suis dans une construction qui part d'une page qui se construit, d'un livre qui se construit sans avoir forcément d'a priori antécédent. J'entends par là, quelqu'un qui a une expérience comme joueur, cette expérience, elle peut apporter une base qui est très solide et très intéressante, et ça c'est indéniable, mais souvent aussi on voit cette tendance à se dire ouais, je vais vivre sur ce que j'ai fait en tant que joueur. Mais ce que tu as fait en tant que joueur, ça se referme à partir du moment où tu achèves ta carrière de joueur. Et je pense que les grands entraîneurs qui ont été des anciens joueurs, parce qu'il y a des grands entraîneurs qui n'ont pas été des grands joueurs, je pense à Nagelsmann, je pense même à Mourinho qui n'a pas forcément évolué au haut niveau, mais il y en a d'autres comme Guardiola, comme Luis Enrique qui ont été des très grands joueurs. Pour moi, ce sont des personnes qui ont réussi à passer l'étape du joueur de foot, se reconvertir réellement en entraîneur. Et moi, n'ayant pas eu cette expérience de joueur, je pars dans une optique de toujours me construire. Je pars pas dans une optique de dire « ouais, mais moi j'ai fait ça il y a 15 ans en arrière ». Je pars toujours dans une optique de voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau, de comprendre, d'apprendre, de m'améliorer, de construire, d'aller vers l'avant. C'est un petit peu ma démarche. En parlant d'expérience, on se rappelle la saison dernière, le scénario cruel contre Échalon. Il vous suffisait d'un point pour être en finale de promotion. Et à la 95 minutes, le latéral droit d'Échalon, Stéphane Gomes, met un but qui vient d'ailleurs et ça vous prive de finale de promotion. En quoi cet échec, on peut dire, parce que c'était quand même un objectif les finales, t'a servi pour cette nouvelle saison, cette saison historique du LS? J'apporte une précision. L'objectif au début de la saison avec le LS, la saison 23-24, c'était de maintenir la catégorie, comme ils disent en espagnol, c'est ne pas être relégué et si on arrivait, stabiliser l'équipe entre les 6 meilleurs de la saison. C'est parce qu'on fait un premier tour exceptionnel et on finit deuxième, on passe même premier en février qu'on commence à parler d'autre chose, mais ça n'a jamais été comme cette année un objectif clair, net et précis de jouer les finales. Il y a eu un moment aussi, je pense, d'hésitation du club, quel était le projet autour de cette équipe-là. Hésitation qui a été entièrement dissuadée sur cette dernière saison, sous l'impulsion de Massimo Ceccaroni et Stéphane Anchaud. L'apprentissage de la saison 23-24, ils sont plusieurs. Premièrement, c'est qu'une saison, elle se termine vraiment quand un match de foot se termine quand l'arbitre y siffle et qu'il faut s'accrocher jusqu'au bout, il faut garder la concentration, l'exigence jusqu'au bout. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense en interne, on a tiré, ou j'ai tiré, je pense le club aussi a tiré un certain nombre de leçons d'un certain nombre de choses qui n'ont pas forcément fonctionné, notamment au deuxième tour de la saison 23-24 et qui nous a permis d'apprendre avec ces situations, ces erreurs pour construire une saison 24-25 qui a été beaucoup plus saine, on va dire, et beaucoup plus intéressante et propice à ce que quelque chose se passe en fin de saison. Tu parles de cette expérience accumulée à l'intersaison. Saison 24-25, comme tu l'as si bien dit, des objectifs très élevés au sein du club. C'était les finales ou rien. Tu commences la saison, tu fais 2 points en 4 matchs. Est-ce qu'il y a des doutes qui viennent dans ta tête? Bien sûr, quand on fait 2 points sur 12, on a des doutes qui peuvent s'installer. Est-ce que l'équipe elle est prête? Est-ce que c'est suffisant? Mais tu sais, moi quand on analyse un match, souvent on analyse le résultat et dans le foot, il faut que ce soit le cas puisque finalement c'est un sport qui est parfois cruel. Mais quand on est dans la partie technique, on doit analyser le jeu, on doit analyser le nombre d'occasions de but créées, concédées, on doit voir s'il y a un modèle qui est installé, pourquoi, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui marche. Et en fait, dès le premier match qu'on avait perdu contre Payerne à la maison, on a vu des choses très intéressantes. On n'a pas été efficace, on n'a pas été bon devant les buts, mais on avait été quand même correct dans ce qu'on faisait. On sentait qu'on était encore en train d'essayer de créer quelque chose, de se trouver, mais il y avait déjà un contenu qui était là. Je me rappelle, on avait fait un deuxième match face à Nancy ou Sion, où c'était aussi correct, on fait match nul.
Ensuite, on perd tout en dominant le match. Et puis, il arrive le match face à Servette. C'était à la 4e journée où pendant 35 minutes, on n'est pas bon. On pense que ça va être très difficile pour nous. Et ils ont sorti aussi la team. Ils avaient descendu tous ceux qui avaient joué contre Chelsea 2 ou 3 jours auparavant, à Stamford Bridge. Ils avaient vraiment une belle équipe. Et on a vu que l'équipe, elle avait, dès le début de la saison, cette capacité à ne rien lâcher. Et je me rappelle sur ce match, on fait une excellente deuxième mi-temps, on égalise le match, on n'est pas très loin de le gagner à Genève. Et ça donne en fait des sensations dans le contenu qui ne sont pas mauvaises. Malgré le fait qu'on était relégable, on avait 2 points sur 12 et on était déjà à une dizaine de points des équipes comme Chénois, comme Échalant ou Mérin qui avaient eux pris beaucoup de points au début de la saison. D'ailleurs, on peut parler de cette première partie de saison. Au final, les doutes se dissipent, vous enchaînez les victoires. Et là, seconde partie de saison, tu recommences avec une équipe qui est énormément rajeunie. Comment tu as fait pour essayer de rebâtir quelque chose et d'aller de l'avant et continuer sur cette belle série de résultats? Pour moi, dans la vie, tu as toujours un choix. C'est de voir le vase, le verre à moitié rempli ou le verre à moitié vide. Je pense que si on aurait vu le verre à moitié vide en mi-saison, on n'aurait pas réussi à obtenir ce qu'on a obtenu en fin de saison. Quand il y a eu le constat que des joueurs importants comme Seydou Traoré, comme Ethan Brandy étaient partis, c'était quand même le défenseur central titulaire, l'attaquant qui avait mis 15 buts, des joueurs de rotation qui étaient quand même importants. Quand on a fait ce constat-là, il y avait 2 choix. Soit on pleurait un petit peu sur notre sort, soit on responsabilisait les jeunes et on y croyait que c'était possible de faire quelque chose avec eux. Et c'est ça qu'on a décidé de faire, avec l'impulsion aussi du club, de Massimo, qui a été très important pour m'accompagner dans ce processus à ce moment-là. Et on a commencé à responsabiliser les jeunes, on a commencé à leur faire croire que c'était possible pour eux aussi de saisir cette opportunité, que la jeunesse, c'était aussi une force et pas qu'une faiblesse. Et que le fait d'être jeune ou d'être pas expérimenté dans une ligue, ça t'apporte peut-être un brin de folie, ça t'apporte quelque chose que d'autres n'ont pas. T'as pas de vices, parce que quand t'es dans beaucoup de temps dans une ligue ou dans une équipe, t'as certains vices qui s'installent. Et ces joueurs ne les avaient pas. Et donc on a pu construire quelque chose, et c'était vraiment là où je voulais y aller avec eux. Et on a fait une deuxième partie où, dans l'intensité, dans le pressing, dans ce qu'on mettait en place avec le ballon, on a été beaucoup plus fin que lors de la première partie de saison, alors qu'on avait des joueurs que pour la plupart avaient très peu évolué. Ils venaient de commencer en équipe adulte et avaient très peu évolué au premier tour. Je parle par exemple d'Oscar Renovales ou d'Ethan Bruchet, ou des joueurs très talentueux, attention, ils ont un grand talent individuel. Mais c'est des joueurs qui ne connaissaient pas qu'est-ce que c'était le monde adulte. Et on sait que le monde adulte est différent. Et on peut parler un peu de maturité, on l'a beaucoup évoqué durant nos interviews Proxy Foot, de maturité dans cette équipe, malgré une équipe très jeune. Est-ce que tu penses que ça a été un des éléments qui a fait le succès de cette équipe? Absolument, c'est clair, parce que souvent on a cette tendance à dire une équipe jeune ou un jeune joueur, il n'est pas prêt d'assumer certaines responsabilités parce qu'il n'a pas la malice, il n'a pas l'expérience. Et d'une certaine raison, c'est vrai. Mais je pense que tout dépend du discours que tu as avec les jeunes joueurs. Si tu as un discours de responsabiliser, si tu as un discours d'y croire, si tu as un discours positif à la fois exigeant, la maturité, elle vient. Si le mec a quelque chose dans son esprit, et c'est le cas de ces joueurs qu'on avait l'année dernière au LS, des jeunes intelligents, en quoi ils ne sont pas matures? Pourquoi ils ne seraient pas matures? Et je pense qu'on était à la fin une équipe très très mature, parce que Dieu sait que ça a été difficile de finir parmi les 3 premiers et être champion de Première Ligue, parce que la barre des points était très très haute. On a fini la saison, 4 équipes ont fini la saison avec une moyenne de 2 points par match. 60 points en 30 matchs n'a pas été suffisant pour Chénois pour se qualifier au play-off. Donc il n'y avait pas de marge d'erreur. Dans beaucoup de matchs, on a dû gérer des situations difficiles, gérer des temps faibles pas faciles, et on l'a fait. Et puis après, dans les finales, quand tu joues des matchs décisifs, également. Et le dernier match, on est un exemple clair. On n'a pas été déstabilisé, on avait un plan. C'est vrai aussi qu'on avait un plan de quoi faire si on était mené au score. Les joueurs avaient les réponses aux situations aussi. On était dans l'anticipation, et moi j'y crois beaucoup à ça comme entraîneur.
Et puis on a réussi à retourner une situation qui était très difficile à ce moment-là. Cette fin de saison, il y a eu un élément clé dans ta saison, c'est l'annonce de la non-reconduction de ton contrat dans un timing qui a interrogé. Vous êtes à 3 journées de la fin du championnat, tu es en pleine bataille pour les finales de promotion. Comment tu as pris cette décision? Et la deuxième question que je voudrais savoir, c'est est-ce que dans le vestiaire, il y a une sorte d'union sacrée qui a poussé cette équipe à la promotion, puisqu'ils étaient à fond derrière toi? Oui, effectivement, il y avait des rumeurs, parce que bon, le foot, c'est un milieu qui est petit, il y avait des rumeurs qui circulaient depuis déjà un petit moment, donc moi j'avais eu vent de ces rumeurs-là, c'était pas quelque chose qui m'avait surpris, je sentais que le club voulait quelque chose d'autre pour son équipe réserve. Mais je pense que ça a surpris quand même les joueurs au vu de la saison qu'on était en train de faire, objectivement très très bonne dans le développement individuel et dans le développement collectif, les résultats, etc. On a annoncé ça aux joueurs, puis ensuite on est allé à Meyrin, on a perdu le match à Meyrin 3-0, une défaite assez claire. Et par la suite, on a enchaîné 8 matchs sans défaite, ce qui nous a permis d'obtenir cette montée. Oui, effectivement, il y a eu un choix, encore une fois un choix, une dualité qui était là après ce match de Meyrin, de se dire soit on lâche, soit on coule, soit personne n'est motivé, moi le premier, soit au contraire, on redouble d'efforts, on montre de quoi on est capable, on montre qu'on peut le faire et on est dans une dynamique qui va être positive pour tout le monde, pour moi en tant qu'entraîneur, mais surtout pour les joueurs. Et c'est ce chemin-là qui a été choisi par le groupe avec, comme tu dis, une union sacrée autour de moi aussi parce que je l'ai senti, les joueurs m'ont embrassé à ce moment-là et on a fait la fin de saison qu'on a fait. On va parler de cette fin de saison, avant-dernière journée de championnat. Vous affrontez Échalon qui est, on va dire, une bête noire. En raison de la saison dernière, dernier match, au match aller, ils vous battent à la dernière minute. Vous êtes en pleine lutte pour les finales. Le moindre point plus qu'essentiel, comme tu l'as dit, 60 points, ça n'a pas suffi pour monter dans un groupe 1 qui était extrêmement relevé. Dans ce match-là, vous êtes mené 1-0. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial qui vient dans ta tête en se disant « mince, l'histoire se répète » ou au contraire, ça a été un boost de motivation de se dire « cette fois, on va changer les choses » ? Non, parce que encore une fois, on savait où on voulait y aller, on était convaincus de notre jeu, on était calme, on était serein, on était mature, malgré la jeunesse de l'équipe, du genre 2006, 2007, 2008, comme tu le sais. Et je pense qu'à aucun moment, l'équipe, elle a douté. Elle a continué à faire son travail, elle a continué à faire son taf sur le terrain, on a insisté. Et puis on a vu que ça. Et puis on venait de faire 3-3 où on a eu un match à la Sarah où on gagnait, on s'est fait égaliser. Je ne me rappelle plus si 2-2 ou 3-3. Mais il y avait cette maturité, cette sérénité-là de la part des joueurs. Et effectivement, on a commencé le match, c'était difficile, on a encaissé ce but. Mais il n'y avait pas eu de peur en fait. On sentait une équipe qui était sereine, une équipe qui était concentrée, qui faisait les choses justes. Et au final, on gagne ce match 4-2 et je pense que là, beaucoup de monde nous voyait perdre ce match, effectivement. Mais on était tranquille, on était serein. D'ailleurs, ce match qui a été un moteur pour la suite de la saison, il y a le carton contre Konitz, les finales, on connaît ce scénario pour le match contre Juventus, les célébrations devant un public nombreux qui était venu vous voir. Quand tu vois tout ça, tu te dis j'ai eu la chance de guider cette équipe en Promotion League. J'imagine que tu dois être très heureux, mais tu n'as pas aussi cette amertume de se dire mince, la saison prochaine, je ne peux pas les suivre en Promotion League et les mener encore plus haut. Non, pas du tout, parce qu'à la fin, je pars du Lausanne par la grande porte, parce qu'objectivement, on écrit l'histoire de son académie. Il me semble que c'est la première fois que l'équipe est championne de Première Ligue, d'une part, ou en tout cas dans ces années récentes. La première fois qu'elle évoluera en Promotion League. Donc le club a fait un choix que je respecte parfaitement. Moi, j'ai fait mon travail, pas que moi, l'ensemble du staff. Et à la fin, je pars par la bonne porte. Et puis après, avec la suite, ma nomination à Carouge, c'était peut-être aussi pour moi le moment de partir et de rebondir, de continuer ma carrière. Donc non, moi je pense que j'ai un grand respect et je suis très reconnaissant de l'opportunité que m'a été donnée par le Lausanne Sport en 2023 et je pense que les 2 ans que j'ai passés au club ont été productifs pour moi, pour mon développement comme entraîneur, mais surtout pour les jeunes joueurs du club et pour le club, avec à la fin des données objectives qui sont là et qui sont incontestables. Et puis pour terminer, 2 petites questions sur un peu la suite de ta carrière. Comme on en a parlé au début, tu as été nommé en tant qu'entraîneur principal d'Étoile Carouge. Tu reviens là où tu as commencé il y a plus de 15 ans, tu as commencé à entraîner des équipes amateurs à Genève.
Est-ce que c'est un sentiment particulier pour toi d'avoir cette nomination? Oui, c'est un énorme plaisir parce que moi j'ai eu tout de suite une grande, on va dire, je me suis identifié au canton de Vaud, à Lausanne, et moi j'habite ici à Morges où on se trouve. Mais effectivement, Genève, c'est là où j'ai grandi. Je suis arrivé du Brésil à Genève, c'est là où j'ai commencé à entraîner. Donc le fait de pouvoir retourner à Genève dans un club aussi historique, en pleine ascension comme l'est Étoile Carouge, pour moi c'est un grand plaisir, un sentiment d'orgueil aussi. Donc voilà, je suis très content avec cette nouvelle aventure. Et puis la toute dernière question que je veux te poser, comme tout coach qui monte, comme tu le fais actuellement, c'est quoi tes rêves en tant que coaching? Tu te vois aller jusqu'à où? Je me fixe pas de limite parce que c'est un petit peu comme ça que j'ai avancé dans ma carrière. Moi, je veux toujours avancer, je veux toujours grandir. Après, voilà, j'ai mes valeurs, j'ai mes principes. Je sais aussi que le foot est un milieu qui est difficile. Aujourd'hui, je suis là, demain, tu sais pas, et tu as des bons résultats. Les gens t'appellent, tu as des des résultats. Ça se passe pas comme ça. C'est comme ça. C'est le marché qui veut comme ça, que ce soit en Suisse ou ailleurs. Mais l'idée, c'est de continuer à grandir. En l'occurrence, là, de le faire main dans la main avec le projet d'Étoile Carouge. Je pense qu'il y a une marge de progression qui est intéressante, que ce soit pour le club ou pour moi. Donc, on va d'abord se concentrer sur ça, que ce soit un long et beau parcours pour moi là-bas. Et puis, on verra la suite en temps voulu. Merci Pedro d'avoir pris ce temps pour ce Proxy Focus. J'espère que ta carrière sera aussi bonne que tu as vécu à Lausanne. En tout cas, toute l'équipe de Proxy Foot Vaud et Genève te souhaite le meilleur pour la suite. Maintenant, place à Proxy Foot Genève qui va te suivre. Et de notre côté, c'était un réel plaisir de tourner cette émission. J'espère que vous l'avez apprécié. En tout cas, si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à le liker, le partager et à nous dire quelle personnalité vous souhaiteriez dans un prochain Proxy Tour. Et on va aussi profiter de remercier le Forward Morges qui nous a généreusement laissé la place dans sa buvette pour ce tournage. À bientôt, ciao!